Vous écoutez tout de suite Grain de Business, l'émission sur l'entrepreneuriat à Taïwan, en compagnie de Valentin Floquet. Le magazine des jeunes entreprises à Taïwan, Grain de Business. Bonjour et bienvenue pour ce nouvel épisode de Grain de Business. Bienvenue à ceux qui nous rejoignent. Merci à ceux qui nous écoutent régulièrement pour parler d'entrepreneuriat et d'entreprise à Taïwan. En ce moment, nous faisons un dossier en compagnie de Clayton Jacob, le fondateur de CreatorDB, et qui est un spécialiste de marketing et de métadonnées, ce qui fait que nous avons beaucoup de choses à discuter. C'est un entretien assez long, assez technique, donc je prends le temps de prendre les notions, de vous les expliquer petit à petit, car tout le monde ne comprend pas le fin fond du marketing. Donc ça permet en fait d'un peu étoffer nos connaissances dans le domaine et de parler en même temps de l'entrepreneuriat à Taïwan et de la démarche d'une startup entre autres dans ce domaine. Voilà, donc pour rappel, en 2019, Clayton Jacobs, récemment élu parmi les 30 sous 30 en Asie dans le domaine du marketing et de la publicité du magazine Forbes, lance un produit, CreatorDB. Le principe est simple, son service est de donner une vue complète à travers une plateforme de l'industrie du créateur de contenu à des annonceurs. Cette plateforme aide les créateurs de contenu avec les marques. Cela faisait 2 ans qu'il avait découvert Taïwan en occupant un poste dans une start-up locale de réalité augmentée. Selon lui, CreatorDB atteint désormais un revenu de plus de 4 millions de dollars américains et une équipe de plus de 30 personnes employées à temps plein. Les clients de la startup sont des services de VPN comme Surfshark ou NordVPN ou encore le jeu mobile World of Tanks. Fort de ses connaissances, Clayton Jacobs envisage notamment de publier un livre sur l'économie du créateur de contenu au début de l'année 2024. Et donc la semaine dernière, nous nous étions concentrés un petit peu sur le fonctionnement de l'application, de la plateforme, sur des détails assez techniques, mais nous avions également vu que ses cibles étaient les PME et non des agences de publicité, ce qui est un point assez important. D'ailleurs, nous allons reprendre sur ce point un dernier détail qui est que le contact entre le client PME et le créateur de contenu ne se fait pas à travers la plateforme, c'est encore par email ou par d'autres biais de communication qu'ils se contactent et donc ils sortent de la plateforme. Et donc Clayton explique pourquoi on n'en est pas encore à cette étape-là. Pour nous permettre de faire une plateforme complète, il y a encore plein d'outils qui doivent être développés. L'objectif reste de rendre le plus simple possible le lancement de campagnes marketing complexes, et cela sans aucune interaction avec notre équipe. En tant que fondateur, je dois réfléchir à ce que nous faisons de bien et ce qui doit être mis à l'échelle. Et pour la mise à l'échelle, il est indispensable que l'outil soit entièrement autonome, sans besoin d'intervention de mon équipe, sinon ce serait juste grandir l'équipe pour le service et non pour la plateforme. Un tel modèle demande l'installation de l'ingénierie, parfois complexe, même dans la mise à l'échelle. S'occuper de 10 clients doit prendre autant de temps que de s'en occuper que d'un seul. C'est l'objectif que nous essayons d'atteindre en termes de capacité à développer de nouveaux niveaux de mise à l'échelle à l'avenir. En même temps, ce genre de modèle, pour pouvoir le rendre plus attractif et surtout l'adapter à 100 clients, voire 1000 clients, ce n'est pas du tout de la même paire de manches. Et là, Clayton explique sa façon de procéder. Oui, c'est certainement bien plus difficile. La dimension dans laquelle nous évoluons s'appelle le service technique. Donc nous évoluons entre le travail d'une agence et celui de programmation d'un logiciel. Et donc beaucoup des tâches internes apparaissent sous différentes formes d'automatisation et d'outils que nous avons créés. Mais il reste encore la dimension humaine qui, bien que tout se passe à merveille pour nous actuellement, ne doit pas être négligée dans notre produit. Tout cela pour trouver cette chose qui va nous permettre d'intégrer complètement une mise à l'échelle et ce dans quoi nous investissons une grande partie de nos ressources actuellement. Dans les autres démarches de création d'une plateforme qui est spécialisée dans la métadonnée, il y a aussi une complexité, c'est que
Et il y a tellement de données qu'on ne sait pas forcément quels vont être les croisements de données pertinents. Et dans ce cadre, le plus important, en général, c'est de faire en fonction des besoins. C'est la question à laquelle répond ici Clayton sur leur méthodologie pour créer un outil et dans quel sens ils vont pour créer leur plateforme en plus en général et faire recroiser après les outils entre eux et les faire fonctionner entre eux. Je pense que les outils que nous créons commencent toujours comme une sorte de diamant brut sur lequel nous devons travailler et sur lequel nous travaillons jour après jour. Mais un jour, certains de ces outils deviennent vraiment indispensables à l'utilisation de l'ensemble de l'équipe et facilitent leur travail tous les jours. Cela est une combinaison d'API, d'outils que nous programmons nous-mêmes et d'outils venant de l'extérieur que nous devons adapter à nos données. Pour donner un exemple concret, nous sommes partis d'un système où nous étions arrivés à un point où, pour gérer les contrats, nous mettions des post-it sur un mur. Le problème est que nous avons raté la date butoir d'un contrat, car le post-it est tombé du mur derrière un bureau et que personne ne l'a vu. Vraiment, nous utilisions tous les moyens en notre possession. Et maintenant, nous avons des tonnes d'outils comme un automate d'email, des programmes de gestion de la relation client, des modèles complexes de comptabilité et de l'intelligence commerciale qui nous permettent non seulement de savoir ce qu'il se passe en interne, mais aussi qui aident nos clients à comprendre ce qu'il se passe dans leurs résultats de campagne à travers les analyses, dans l'optique qu'ils puissent investir dans les domaines dans lesquels ils peuvent générer beaucoup d'argent. Alors, créer des outils comme ça dans tous les sens, est-ce qu'au final, ils arrivent quand même à tout réintégrer dans une plateforme ou est-ce que tout est un petit peu parsemé et que chaque outil doit être un petit peu ajouté à la main pour les solutions pour chaque client? C'est la question qui est posée ici à Clayton. J'appellerais ça plutôt un stack ou pile d'exécution. Ce que j'entends par là, c'est qu'ils communiquent et interagissent entre eux, mais cela reste un peu leur propre outil qu'ils développent eux-mêmes. Et c'est en partie aussi une des raisons pour lesquelles nous poussons vers cette nouvelle version de plateforme, car ce serait bien plus pratique pour nous aussi d'avoir tous les outils à un seul endroit et qu'ils puissent communiquer en harmonie. Alors, dans quelques instants, nous allons revenir sur la notion de stack ou de pile d'exécution en programmation pour mieux comprendre comment cela fonctionne. Mais en attendant, nous allons finir en fait avec une dernière intervention de Clayton dans laquelle il explique un peu le stade de développement de leurs produits, de leur plateforme, mais aussi la capacité en fait de la plateforme et de leur façon de fonctionner de s'appliquer à d'autres domaines que celui de la publicité et des créateurs de contenu. C'est-à-dire que pour l'instant, ils se concentrent sur un marché assez important qui est la création de contenu et qui est assez à la mode. Mais sinon, rien ne l'empêche de pouvoir adapter sa plateforme et le modèle de sa plateforme à d'autres secteurs. Et il explique un petit peu ça dans cette intervention. Nous sommes encore plus ou moins à une étape de preuve de concept, POC. S'il y a une utilisation possible pour des rapports industriels ou sur le comportement de consommation. Il faut savoir que nous avons déjà environ plus de 3,5 millions de créateurs de contenu sur lesquels nous récoltons régulièrement des données. Cela représente près de 5 milliards de données quotidiennement. C'est un montant extrême de données. Et en regardant à tout ce système, même en faisant des sélections qui vont au-delà du monde de la publicité et même aller au-delà de la publicité en général, l'avantage de notre POC actuel est que nous essayons de comprendre comment fonctionne le marché de l'immobilier américain en observant les tendances du monde de l'immobilier. Mais notre façon de faire est de passer par les différents réseaux sociaux des agents immobiliers afin de relever les différents changements et actions sur leurs comptes et les comparer aux changements annoncés sur les tendances publiées par les analystes, ce qui permettrait de donner une véritable tendance du marché de l'immobilier dans les 45 jours qui suivent et permettra aux acheteurs et acteurs du secteur de l'immobilier d'avoir une vraie visibilité sous 45 jours. Donc les possibilités sont infinies, mais pour l'instant, nous sommes dans le domaine de l'influence et de la publicité, mais je dois rappeler que notre société est avant tout une société d'analyse de données.
Voilà donc pour ce témoignage et ces dernières informations de la part de Clayton. Nous continuerons la semaine prochaine à en parler bien sûr, mais avant de terminer un petit peu notre émission, j'aimerais vous parler un petit peu de ce qu'est une pile d'exécution ou un stack en informatique. Ce n'est pas forcément très clair et il faut s'y connaître un petit peu pour comprendre. En informatique, la pile d'exécution, souvent abrégée en la pile ou avec le mot anglais stack, c'est une structure de données de type pile qui sert à enregistrer des informations au sujet de fonctions actives dans un programme informatique. La pile d'exécution est utilisée pour emmagasiner plusieurs valeurs, mais sa principale utilisation est de garder la trace de l'endroit où chaque fonction active doit retourner à la fin de son exécution. C'est une façon un petit peu de ranger, comme dans des dossiers, les différentes activités et les différents outils. Les fonctions actives sont celles qui ont été appelées, mais n'ont pas encore terminé leurs exécutions dans une pile. Et donc, pour donner un exemple, pour essayer d'être plus concret, prenez un programme qui s'appelle dessin carré. Et il faut une fonction qui est dessiner une ligne. Donc en gros, pour produire ce carré, il va vous falloir 4 fonctions qui dessinent une ligne de tel axe, de tel point sur le plan en 2D à tel point sur le plan en 2D. Donc tout ça, c'est une ligne pour créer cette ligne. C'est une fonction dans le programme. Et bien, donc il faut 4 fonctions pour exercer la ligne. Et donc, soit pour lancer les 4 lignes en même temps, vous allez sortir les 4 dossiers, les 4 fonctions différentes, soit vous allez en sortir une par une en fonction de l'enchaînement sur les actions finales qui seront utilisées sur la plateforme directement par les clients. Et donc, pour donner à peu près une idée, les actions en stack permettent en fait d'enchaîner les différentes fonctions ou de les combiner et donc de les empiler. Donc c'est pour ça qu'on appelle ça du stack. Et cela permet au final de pouvoir permettre de faire des variantes, de changer un petit peu telle ligne, telle fonction de manière indépendante des autres et donc d'affiner une recherche ou une analyse de données. Voilà donc pour cette nouvelle information sur les métadonnées et sur le marketing de pointe des plateformes de marketing et leur développement. Nous continuerons la semaine prochaine en compagnie de Clayton Jacobs, ce fameux fondateur de CreatorDB. Nous avons encore pas mal de choses à développer dans cette émission. Nous allons donc terminer en tout cas Grain de Business pour cette semaine et pour aujourd'hui. Je vous remercie d'écouter Radio Taïwan International et vous dis à bientôt. Bonne journée à tous, c'était Valentin Floquet.